Alors, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose que je présente depuis un moment maintenant, qui s'appelle l'approche biomimétique, ou le biomimétisme, avec l'idée d'aller chercher des sources d'innovation, s'inspirer de la nature pour résoudre des problèmes technologiques. Et donc, je vais me présenter, là ça fait très officiel, mais moi je suis Karim El-Kirat, enseignant-chercheur à l'UTC, dans le laboratoire de biomécanique et de bioingénierie, et je m'intéresse au biomimétisme depuis 2001. Et en réalité, au niveau international, on considère que c'est né en 1997, cette notion-là. En réalité, c'est beaucoup plus ancien que ça, c'est juste que ça ne portait pas ce nom-là. Et donc, ça fera partie du quiz qu'on verra tout à l'heure. Et donc, à la question pourquoi le biomimétisme, la réponse c'est parce qu'autour de nous, il y a des espèces vivantes qui ont évolué pendant presque 4 milliards d'années. Là, j'ai mis juste deux exemples. Donc, le loup qui a évolué, donc là, c'est la force évolutive, c'est l'homme, en domestiquant le loup, le chien, et en développant différentes races très spécifiques pour différentes tâches. Et là, vous retrouvez aussi, ici, vieux réflexe, vous retrouvez aussi les singes, les grands singes, nos cousins, et l'homme, donc à nouveau avec un arbre de l'évolution, mais on peut faire la même chose pour toutes les espèces, et donc il faut imaginer un arbre immense qui concerne tous les êtres vivants, et si on sait lire dans ces êtres vivants, enfin si on sait lire finalement ce que la nature a inventé, a raffiné, on peut s'en inspirer pour résoudre des problèmes. Et donc par exemple, comment est-ce qu'on fait la meilleure nageoire, comment est-ce qu'on fait la meilleure aile, pour donner des exemples simples, ou la meilleure structure pour résister à des chocs. Et donc tout ça on peut le trouver dans la nature, mais il faut être capable de le lire, et surtout ensuite être capable par une démarche qui s'apparente à de l'ingénierie plutôt proche du design, comment est-ce qu'on fait pour ensuite le mettre en musique et donc le développer dans un système technologique. Et pourquoi c'est important ? Eh bien aussi parce que ça peut être une des nouvelles révolutions industrielles. Là vous avez les cycles de Kondratiev ou les vagues de l'innovation, c'est pareil. Et en fait chaque vague correspond à une révolution industrielle. La première vague c'est la métallurgie, les textiles, le commerce. La deuxième vague, vous voyez, c'est ferroviaire, alors c'est là qu'est la métallurgie, l'acier, le coton. Et nous, on vit sur les acquis de la quatrième vague, pétrochimie, électronique, aviation, espace. Toutes les choses qu'on dénonce maintenant, mais donc c'est la quatrième vague. On est en train de vivre ce qu'on appelle les secteurs de pointe, c'est la cinquième vague, les réseaux numériques, les biotechnologies. Attends, je vais juste... Je vais te lancer au centre. Tu m'emmènes. Ah oui, je t'emmène aussi. Vas-y, je suis pas là. Ça m'arrange pas. Donc les réseaux numériques, donc, on est sur la fin de la vague là, donc en réalité c'est acquis pour l'industrie, il faut trouver de nouvelles choses, et les nouvelles choses c'est ce qu'il y a dans la sixième vague. Il y a toute une série de mots-clés, ils ne vont pas tous être dans l'industrie de demain, mais ce sont des pistes sérieuses, et parmi elles il y a la chimie verte, entre autres, que tout le monde connaît, et il y a le biomimétisme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le biomimétisme, il a une particularité, c'est que ça peut s'appliquer dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel champ. Et donc finalement, on peut en faire en architecture, on peut en faire en médecine, dans plein de domaines différents. Et donc c'est assez transversal, donc c'est pas tout à fait comme la chimie verte non plus. Et donc, au lieu d'aller dans la sémantique, on va imaginer qu'on veut faire du biomimétisme et qu'on veut le faire à différents degrés. Le premier degré, le plus simple, c'est en général celui qu'on utilise dans le design, c'est celui qui est sur l'esthétique. Vous avez par exemple cette table avec des chaises autour, qui s'ouvrent comme une fleur, comme une corolle. Et en réalité, il n'y a pas besoin d'avoir une table comme ça pour qu'elle soit fonctionnelle. Ici, il y a des tables avec des tabourets autour, ça ne ressemble pas à des fleurs, mais c'est tout à fait fonctionnel. Donc c'est purement esthétique, c'est joli, mais ça n'apporte rien. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est pas encore le quiz, mais c'est déjà l'interro. Une éolienne. C'est une éolienne dont le design a été choisi pour être disposée en ville, comparativement aux éoliennes avec les grandes pales. Et en réalité, c'était une boîte française qui a fait faillite depuis, ça n'existe plus. Ouais. C'était une bonne idée, mais trop chère. Avec donc chacun des petits dispositifs verts, en fait, qui ressemblent à des feuilles sur l'arbre, qui sont les mini-éoliennes, en fait, les mini-motrices. Et donc, quand on cherche à imiter la nature au deuxième degré, là, on va essayer de faire la relation entre la forme et la fonction, la propriété ou le procédé. Donc toujours relier la forme à quelque chose. Donc par exemple, dans le cas du wingsuit, cet équipement qui permet de ralentir la chute pour les parachutistes, donc il est inspiré directement des écureuils volants, donc qui ont des extensions de peau entre les pattes antérieures et les pattes postérieures, qui leur permettent de ralentir leur chute. Et vous avez aussi le velcro qui est inspiré de la graine de bardane,
Donc ça, c'est Georges de Maestral en 1941, en se promenant dans les Alpes suisses. Avec son chien, il revient avec des graines accrochées à ses vêtements et au poil de son chien. Il regarde les graines, il voit des crochets rigides. De l'autre côté, il comprend que le textile, c'est des fibres souples, mais il a l'idée du velcro, simplement. Qu'on connaît maintenant et qui est utilisé largement. Toujours au deuxième degré, un autre exemple, ici par exemple le scarabée de Namibie, donc, qui vit dans le désert et qui s'abreuve en sortant la nuit, en collectant l'humidité de l'air, grâce à ces protubérances, donc les petites bosses qu'on voit là, qui vont collecter l'humidité de l'air, donc les gouttelettes d'eau la nuit, on peut imaginer que c'est brumeux, et donc ça va collecter les gouttes jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment grosses pour rouler sur la carapace du scarabée. Là où il y a les protubérances, c'est hydrophile, ça veut dire que ça aime l'eau, donc ça attire les molécules d'eau. Et là où c'est lisse, c'est hydrophobe, donc ça repousse les molécules d'eau. Donc quand les gouttelettes sont suffisamment grosses, elles tombent sur la partie lisse et elles glissent jusqu'au rostre, la bouche du scarabée, pour qu'il puisse s'abreuver. Donc ça a inspiré ce que vous voyez là, une gourde pour faire du trek, donc une gourde qui est vide, qu'on transporte vide et qui va se remplir la nuit. Donc pareil, avec des alternances de structures hydrophiles, hydrophobes. Un projet architectural, je ne sais pas s'il verra le jour un jour, mais c'est un projet en tout cas, avec des protubérances hydrophiles alternées avec des rigoles hydrophobes, donc à Las Palmas aux îles Canaries. Et surtout le pourtour méditerranéen, il y a aussi une inspiration d'un lézard qu'on trouve aussi dans le désert, c'est un gecko qui se lèche les yeux, pareil, pour s'hydrater après avoir collecté l'humidité de l'air. Et donc ça a inspiré les filets que vous voyez là, sur tout le pourtour méditerranéen, on en trouve pour collecter l'humidité la nuit qu'on retrouve dans la brume. Maintenant, on va oublier la forme et on va faire le troisième degré. Et là, au troisième degré, on va imiter simplement la fonction, la propriété ou le procédé, indépendamment de la forme. L'exemple le plus simple, celui qu'on connaît le plus couramment, c'est l'avion. En fait, pour faire un avion, pendant longtemps, on pensait qu'il fallait battre des ailes. Ça rejoint Léonard de Vinci, l'ornithoptère, sa machine volante, où il faisait battre des ailes en espérant que ça allait fonctionner. Le principe du vol, on le sait maintenant, c'est la portance, c'est un principe physique, et donc cette portance elle est liée à un dimensionnement des ailes, à une phase d'attaque de l'aile dans l'air qui doit être linéaire, enfin ça c'est ce qu'on pense, je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus, mais ça aussi c'est du biomimétisme, on pense que la phase d'attaque doit être linéaire et la plus fine possible, et il faut une bonne orientation de l'aile aussi pour que l'air s'engouffre en dessous de l'appareil, pour qu'il puisse compenser le poids de l'appareil et qu'il puisse s'envoler. Un autre domaine intéressant, c'est le domaine du camouflage. Et ici, vous voyez deux spécialistes du camouflage, un poulpe ici et une seiche. Et donc, ils réalisent ça grâce à des chromatophores, des cellules colorées à la surface de la peau, qu'elles contractent volontairement pour obtenir différents motifs. Et vous voyez, le poulpe, il est en plus capable de hérisser la surface de sa peau pour en plus donner une impression 3D, donc parfaitement se fondre dans le paysage. Ça, on en est rigoureusement incapable, mais en Angleterre, il y a une boîte, alors c'est pas très festif, mais une boîte qui fabrique de l'armement et qui a proposé donc un tank avec des plaques thermiques vissées sur une des faces. Et donc vous voyez ici les plaques thermiques vissées, et chaque plaque thermique est contrôlée indépendamment chacune est contrôlée indépendamment des autres. Ce qui fait que le tank peut renvoyer l'image thermique en actionnant toutes les plaques à la même température, l'image thermique du tank, ou alors l'image thermique d'un véhicule civil. Donc c'est quand même osé d'avoir pensé à une chose aussi élaborée, et à la fois c'est très simple. Et le quatrième degré, c'est quand on s'intéresse cette fois-ci aux interactions entre les individus. Typiquement, ça va être utile en robotique, donc l'interaction, l'organisation et les relations au sein d'un système. Ça va être utile en robotique, mais aussi en informatique. Par exemple, tout le monde a entendu parler du réseau de neurones pour l'intelligence artificielle. Typiquement, ça relève de ce niveau-là. Je n'en parlerai pas beaucoup. Maintenant, si on se demande, mais comment est-ce qu'on peut faire du biomimétisme? En sortant d'ici, normalement, tous, vous devriez être capable de le faire. Enfin, j'exagère un peu, sur 15 minutes, ça fait peut-être un peu court, il me faudrait une session de 2 heures. Mais en réalité, tout le monde est en mesure de le faire. Et il y a deux façons de le faire. Soit on peut le faire de façon intuitive, c'est-à-dire on a une bonne connaissance de la nature en général, on a vu des animaux, on a vu des plantes, on est capable de comprendre ce qu'ils font, et on se dit, bah voilà, face à un problème, finalement je voudrais résoudre ce problème en m'inspirant de tel ou tel animal ou telle ou telle plante. Ça, c'est la première version, c'est ce qu'on a fait jusque-là, très récemment. Et le train de Shinkansen, d'ailleurs, est un très bon exemple de ça, parce qu'il y a un des ingénieurs qui travaillait sur ce train, qui à ses heures perdues faisait de l'ornithologie, il s'intéressait aux oiseaux, et il s'est souvenu, face à son problème de train ici, qu'il avait observé un oiseau qui pouvait résoudre le problème. Et donc ça, c'est l'approche intuitive, c'est ce qu'il faut éviter si on veut dire qu'on veut généraliser la méthode. Et donc pour généraliser la méthode, il y a la spirale de l'innovation biomimétique.
On va passer par les différentes étapes que vous voyez ici. Donc d'abord identifier le challenge d'un point de vue fonctionnel, donc identifier le problème technologique, l'interpréter en termes biologiques, ensuite découvrir les espèces biologiques qui peuvent résoudre le problème. Et donc là, soit on a un très bon ami biologiste, soit, ce qui peut arriver, soit on a un très bon biologiste soi-même, ce qui peut arriver aussi, ou alors on a une bonne connaissance, une bonne culture générale. Mais tout n'est pas perdu si on n'a pas tout ça, parce qu'il y a aussi une base de données qui se constitue depuis plusieurs années, qui s'appelle Ask Nature, où on peut aller poser une question, résistance au choc par exemple, et ils vont envoyer tout ce qui est présent dans la base de données qui peut répondre à ce problème-là. Ensuite, il y a l'étape abstraire. Dans cette étape-là, on sort de l'animal ou de la plante juste la partie qui nous intéresse. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la dissection, hein. Ça veut juste dire que par exemple sur des ailes de chouette, on va s'intéresser qu'aux ailes et pas à la tête. Et donc, la partie abstraire. Ensuite, la partie émulée. On va reconstruire un dispositif qui reprend les principes qu'on a compris chez l'espèce qu'on cherche à imiter. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'évaluer, soit par rapport aux solutions biologiques initialement imitées, soit par rapport aux problèmes technologiques qu'on avait au départ, et voir si on a une amélioration. Ce qui fait que pour le train de Shinkansen, il y a plusieurs innovations biomimétiques sur ce train. Son problème, je n'ai pas décrit, mais son problème, le train de Shinkansen, c'est le même problème que le TGV en France, c'est qu'il roule vite. C'est un avantage, mais c'est aussi un problème. À chaque fois qu'il rentre dans un tunnel, il comprime l'air qui est à l'intérieur du tunnel, et à la sortie, l'air va être libéré d'un coup, ça fait une explosion. Et donc cette explosion, si c'est en race campagne comme en France, ça pose pas de problème. Si c'est au Japon, dans les zones densément peuplées, ça pose un souci. Nous, on a des murs anti-bruit à la sortie des tunnels TGV. Et là-bas, donc, les murs anti-bruit ne suffisaient pas. Et donc, ils ont pensé à s'inspirer, enfin, l'ingénieur qui travaillait sur le train et qui observait les oiseaux à ses heures perdues, s'est souvenu qu'il avait déjà vu des martins pêcheurs. Il se demandait pourquoi des martins pêcheurs sont capables de rentrer dans l'eau et capturer un poisson. Comment ça se fait que la vibration ne se transmettent pas vers l'avant pour prévenir le poisson que le prédateur arrive. Et donc en analysant la chose, il s'est rendu compte qu'il y avait des spécificités au bec, d'abord une forme conique, mais aussi deux sillons sur les côtés du bec qui permettent de guider l'écoulement de l'air, enfin là en l'occurrence l'écoulement de l'eau, pour permettre d'envoyer les vibrations non pas vers l'avant, ce qui préviendrait la proie, mais plutôt latéralement sur les côtés, pour empêcher de prévenir la proie, et donc la surprendre. Et donc finalement ça a donné ce design-là pour le train de Shinkansen. Et c'est un des designs, parce qu'en fait, martin pêcheur, c'est une grande famille de plein d'oiseaux avec des formes de bec complètement différentes. Chacune procure l'avantage de surprendre la proie. Et si le bec conique est le plus logique, quand on imagine qu'est-ce qui pourrait pénétrer le mieux dans l'eau et ne pas envoyer les vibrations vers l'avant, on se dit plutôt un bec conique. Et en réalité, allez voir le train de Shinkansen après la session, là, et vous verrez qu'il y a des becs qui ressemblent à des becs de pélicans. Et pourtant, c'est toujours des martins pêcheurs avec toujours les mêmes avantages. Donc ça vaut le coup, on en est à la 3e ou 4e génération du train de Shinkansen. Et bien, si vous avez l'occasion d'aller au Japon, il y a un musée du train avec des innovations biomimétiques. Il y a sur le nez et aussi sur le dispositif qui le relie aux lignes électriques, le pantographe, qui a aussi bénéficié de deux améliorations en imitant les manchots et la chouette. Alors moi je suis plutôt dans le domaine de la bio-ingénierie et donc je travaille dans un domaine où on essaye de reconstruire les organes par exemple, on essaye de reconstruire l'humain, si on peut le dire comme ça, c'est dit un peu rapidement. Mais donc le but c'est d'améliorer des prothèses et on peut trouver du biomimétisme aussi dans le domaine et en général ce qui est biomimétique ici ça va être l'homme pour l'homme. On va essayer d'imiter un organe, on va essayer d'imiter une structure biologique qui existe déjà. Par exemple, si on disait que pour une prothèse de main, on essayait de fabriquer quelque chose qui ressemble à une trompe d'éléphant, ça peut être très bien mécaniquement, biomécaniquement, très intéressant, parce qu'avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de muscles qui peuvent apporter, conférer des propriétés particulières, mais une personne qui a perdu sa main n'acceptera pas d'avoir une trompe d'éléphant à la place. C'est une question d'acceptabilité. Et donc bien sûr, on va plutôt imiter une main d'homme. Ça j'en parle en connaissance de cause, les gens qui travaillent en biomécanique sur la fabrication de mains. Il y a des propositions avec 3 doigts par exemple, simplement, et les gens n'acceptent pas. C'est très compliqué à accepter. Et donc, si on regarde dans l'histoire de la reconstruction du corps, finalement, est-ce qu'on a déjà fait du biomimétisme ? Il y a une version ancienne, très ancienne. Là, c'est un gros orteil en bois, relié avec un système de lanières et de plaques en cuir à un pied qui est momifié. C'est une momie de l'Égypte ancienne, en moins 3000 avant Jésus-Christ, donc en 3000 avant Jésus-Christ, c'est un vestige. Et on imagine, essayez d'appuyer sur votre pied et vous allez voir que votre gros orteil, en fait, il compte pour beaucoup dans la stabilité. Donc on a du mal à imaginer qu'un dispositif comme ça ait autre chose qu'une fonction esthétique, il n'a pas une fonction mécanique.
Et c'est un peu le même principe ici, avec un pavillon d'oreille en silicone pour quelqu'un qui aurait perdu son pavillon, ou qui serait naissant. C'est purement esthétique, il n'y a pas la fonctionnalité derrière de l'audition. L'audition, c'est pas au niveau du pavillon, c'est au niveau de l'oreille interne. Ensuite, on peut faire, donc, après cette bioimitation purement esthétique, on peut faire du biomimétisme. Et donc dans le biomimétisme, dans le biomédical et la bioingénierie, en général, on a tendance à considérer que c'est défaire un organe pour essayer de le reconstruire. Donc le meilleur exemple de ça, c'est les organes fantômes. Donc ce que vous avez ici, un cœur, auquel on va enlever toutes les cellules, on va garder juste de ce cœur-là, ce qu'on a tous, depuis la poule jusqu'aux dinosaures, jusqu'à nous, tous les animaux, du collagène, et exactement le même. Et donc, en décellularisant le cœur, on le rend compatible avec n'importe quel individu. Donc imaginez, vous pouvez récupérer un cœur chez n'importe qui, sans vérifier le groupe, sans vérifier la biocompatibilité, pourvu que quand vous avez obtenu ce cœur vide, ici ce fantôme de cœur, vous puissiez injecter des cellules du receveur du cœur, qui vont pouvoir se développer dans l'organe, et ensuite avec une circulation fluide alternée et avec aussi un influx, un impact électrique, un choc électrique, le cœur va se remettre à battre. Ça, c'est pas de la science-fiction, ça se fait chez des rats et des souris, avec 60% de réussite, donc pas assez encore pour passer à l'homme, on n'en est pas là. Et puis surtout, il faut imaginer que dans un cœur, il y a des cellules musculaires, c'est ce qu'on injecte ici, du patient qui va recevoir le cœur, pour éviter le rejet de greffe. Mais il y a aussi les vaisseaux, et il y a aussi des nerfs, et tout ça, on ne sait pas les reconstruire, tout ça en même temps. On sait reconstruire qu'une partie. On peut le faire avec des os aussi. Alors des os, ça a l'air bête comme chou, mais en réalité des os, c'est des fibres de collagène, exactement comme la peau, et en plus du minéral, de l'hydroxyapatite. Ça ressemble à du sucre, en fait c'est des minéraux blancs, très durs. Et s'il n'y avait que le minéral, l'os serait cassant comme du verre. Donc le fait de rajouter en plus des fibres de collagène, ça fait que l'os a une certaine élasticité. Ça n'a pas l'air comme ça. Si vous prenez un fémur et que vous essayez de le tordre, ça ne va pas beaucoup bouger. Prenez la prochaine fois un os de poulet et vous le jetez vous mettez dans du vinaigre pendant quelques jours, voire 2 semaines, et après vous allez pouvoir le déformer sans problème. C'est parce que vous avez enlevé la partie minérale et il ne reste plus que la partie collagène. Et donc en laboratoire, on essaie de faire ça ici à Compiègne, assembler du collagène avec du minéral pour obtenir de l'os. De l'os, du substitut d'os, ça existe déjà pour la chirurgie, mais on ne sait pas le faire avec du collagène, ce qui fait qu'en fait les substituts sont cassants comme du verre. Donc si vous devez remplacer par exemple sur de l'os de mâchoire, eh ben, on ne pourra pas utiliser la mâchoire tout de suite. Il va falloir attendre que l'os se résorbe, le nouvel os, là, purement minéral, se résorbe et qu'il soit peu à peu colonisé par du collagène et qu'il obtienne son élasticité. Donc c'est pas tout à fait intéressant, et quand on essaye d'assembler des fibres de collagène avec des particules d'hydroxyapatite, donc le minéral qu'il y a dans l'os, on obtient des propriétés, quand on fait ça en tube, qui sont 100 fois inférieures à l'os naturel. Pour l'instant, personne n'a la clé, personne ne sait comment est-ce qu'on fait pour assembler tout ça. Et un dernier exemple, donc ça c'était le biomimétisme jusque-là, avant sa bioimitation, et bioinspiration, là cette fois-ci, on a compris comment ça marche et on peut se passer du vivant. Et là c'est quand même cool parce que le vivant c'est quand même hyper fragile et donc il vaut mieux fabriquer une machine. Et donc c'est ce qu'a pensé Karmat en se disant, ben voilà, je vais fabriquer un cœur qui est purement robotique. Alors il ne peut pas être purement robotique totalement parce qu'il va être au contact du sang, et donc s'il y a du sang qui rentre dans les cavités que vous voyez là, il faut que les cavités elles soient recouvertes de quelque chose qui empêche la coagulation. Et donc pour ça il y a du péricarde, c'est-à-dire du tissu cardiaque bovin, donc de bœuf, qui tapisse ces chambres-là pour éviter que le sang commence à coaguler dessus et surtout qu'il y ait une réaction de rejet par contact avec les matériaux. Et vous avez juste une pompe hydraulique, alors on le voit ici, qui va pomper dans les deux cavités et aspirer le sang et le rejeter donc alternativement dans les deux cavités. Donc un coup on ouvre cette chambre-là, un coup on ouvre celle-là. Et donc pendant qu'il y en a une qui s'ouvre, l'autre se referme parce que le fluide est pompé d'un côté à l'autre du cœur. Ce cœur-là, sur le papier, il a tout parfait. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un cœur qui règle nos problèmes de rejet de greffe. Enfin, il a un petit problème quand même, c'est que les batteries elles durent pas longtemps. Et donc au bout d'un moment, c'est un peu comme le téléphone portable, sauf que là, c'est la vie qui est derrière. Donc, le cœur s'arrête, ça s'arrête. Donc le cœur est presque parfait, on pourrait attendre l'amélioration des batteries, mais il y a quand même des difficultés. D'abord, il fait du bruit, comme beaucoup de dispositifs comme ça. Ensuite, l'autre difficulté, c'est qu'il est relativement lourd par rapport à un cœur naturel. Et la dernière difficulté, c'est quand même la plus importante, c'est qu'il ne réagit pas aux hormones. Un cœur, ça sert à adapter les battements, l'écoulement sanguin dans le corps par rapport aux besoins. Quand vous mettez à courir, la pression sanguine change et ça renseigne le cœur sur le fait qu'il va falloir accélérer le rythme. Et pour ça, on a
accéléromètres, des inclinomètres, des capteurs ultrasons. Donc c'est les capteurs ultrasons qui analysent la pression du sang à l'intérieur du cœur, donc à l'intérieur du système sanguin, pour accélérer s'il y a besoin de faire un effort physique. L'inclinomètre et l'accéléromètre, c'est s'il y a du mouvement ou alors si on est simplement allongé au repos, il n'y a pas besoin de battre avec la même cadence. Mais il manque un élément. Si vous avez peur, c'est pas l'inclinaison, c'est pas le fait de courir qui renseigne le cœur sur le fait qu'il va falloir mobiliser le sang rapidement, c'est l'adrénaline. C'est le petit choc d'adrénaline, une hormone qui va aller faire battre le cœur plus vite, comme ça il est mobilisé tout de suite, vous pouvez courir. Si on n'a pas ça, on va faire une crampe très vite. Donc imaginez une personne avec un cœur comme ça qui rencontre un danger au coin de la rue, un lion par exemple, elle se met à courir et puis elle risque la crampe avant que le cœur réalise que c'est le moment. Donc c'est le moment de fournir du sang. Voilà, et donc dans la même idée, donc on fait des prothèses aussi au niveau du laboratoire, prothèses artificielles, donc comme les prothèses de hanche, qui sont purement en matériaux pour remplacer la tête du fémur ici dans la hanche. Donc c'est tout à fait semblable, moins élaboré que le cœur. Voilà. Et donc si le sujet vous intéresse, il y a plein d'autres exemples. J'ai que 15 minutes, 20 minutes, je pense que j'ai pas mal débordé, donc ça va. Mais il y a plein d'autres exemples, il en sort tous les jours, et en fait si le sujet vous intéresse, je peux vous proposer des liens vers mon cours complet de 2 heures, par exemple, qui expose aussi la méthode. Voilà, merci.